En octobre 1943, le bruit des bottes résonna dans le couloir comme une horloge qui annonçait la fin d'une vie ordinaire. Dans sa cellule glaciale de la prison de Fresnes, près de Paris, Irène Dubois resta immobile, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur la porte qui séparait encore son silence du monde extérieur. Elle n'avait que quelques jours ici, mais le temps avait déjà perdu sa forme. Chaque minute s'étirait, lourde, oppressante, comme si les murs eux-mêmes respiraient lentement autour d'elle. La Gestapo savait. Il savait qu'elle appartenait à ce réseau invisible qui arrachait des enfants à l'ombre des rafles, qui transformait des couloirs ordinaires en chemin vers la survie. Il savait qu'elle avait menti, qu'elle avait protégé, qu'elle avait refusé de détourner les yeux. Et maintenant, il voulait qu'elle parle. Pas seulement avec sa voix, mais avec sa peur. Dans toute l'Europe occupée, des femmes comme elle étaient devenues des cibles. De Lyon à Oslo, de Paris à Varsovie, leurs noms apparaissaient dans des dossiers gris, leurs visages figés sur des photographies prises sans émotion. Elles n'étaient pas des soldates, mais leur courage représentait une menace plus dangereuse que des armes. La Gestapo ne cherchait pas seulement des informations, elle cherchait à éteindre quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré, ni enfermé, ni détruit facilement. Derrière les portes closes de ces prisons, un silence particulier existait. Un silence brisé seulement par des pas, par des cris lointains ou par le grincement d'une serrure. Irène avait déjà compris que cet endroit n'était pas seulement un lieu de détention, c'était un endroit où le temps, la mémoire et l'espoir étaient testés, lentement, méthodiquement. Elle pensa à la dernière fois qu'elle avait vu la lumière du jour librement, le vent froid sur son visage, le son d'une voix familière. Ses souvenirs étaient désormais tout ce qui lui appartenait encore. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. La clé tourna lentement, et dans cet instant suspendu, Irène comprit que ce qui allait entrer ne cherchait pas seulement la vérité, cela cherchait ses limites. La porte s'ouvrit sans précipitation, comme si ceux qui entraient savaient qu'ils avaient tout le temps du monde. La lumière du couloir découpa leurs silhouettes en ombres longues qui glissèrent jusqu'aux pieds d'Irène. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Elle avait appris que certains regards pouvaient être utilisés contre vous, qu'un simple geste pouvait devenir une faiblesse. « Debout », dit une voix calme, presque fatiguée. Elle obéit sans un mot. Le froid du sol avait déjà engourdi ses pieds, mais elle resta droite. L'homme qui se tenait devant elle ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Son uniforme parlait pour lui, ses bottes propres, son regard vide de toute hésitation. Derrière lui, un autre homme observait, notant chaque détail, chaque respiration. Il ne voyait pas une femme, il voyait une porte fermée qu'il devait ouvrir. On la conduisit dans un couloir étroit où l'air semblait plus lourd. Les murs portaient les traces du temps, et parfois autre chose, quelque chose qu'on ne pouvait pas nommer, mais que l'on pouvait ressentir. Dans une pièce plus loin, une chaise attendait sous une lumière crue. Elle comprit que cet endroit n'était pas conçu pour le confort, ni pour la justice, mais pour l'usure lente de la volonté. « Vous savez pourquoi vous êtes ici » dit l'homme en s'asseyant en face d'elle. Elle garda le silence. Le silence était encore la seule chose qu'elle contrôlait. Il posa sur la table une feuille, puis une autre, des noms, des lieux, des fragments de vérité mélangés à des pièges. « Nous savons déjà beaucoup » continua-t-il, sa voix douce, presque rassurante. C'était un mensonge soigneusement construit. Il ne cherchait pas ce qu'il savait, il cherchait ce qu'elle seule pouvait donner. Le temps passa sans qu'elle puisse le mesurer. Les questions revenaient, toujours les mêmes, répétées jusqu'à perdre leur sens. Derrière la porte, d'autres bruits existaient, des pas traînants, des murmures brisés, des silences trop lourds. Elle comprit qu'ici, la fatigue était une arme, que la répétition était une lame invisible. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait encore de céder. Pas par défi,
mais parce que céder signifierait que tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait protégé, disparaîtrait dans l'obscurité. Et cela, elle ne pouvait pas l'accepter. Les heures cessèrent d'exister sous leur forme normale. La lumière ne changeait jamais, toujours blanche, toujours cruelle, suspendue au-dessus d'elle comme un soleil artificiel qui refusait de se coucher. Irène ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Son corps réclamait le repos, mais ici, le repos était devenu un privilège interdit. Chaque fois que ses paupières devenaient lourdes, une voix surgissait, une question, un ordre, un simple bruit suffisant pour la ramener à la surface de sa fatigue. Ils ne criaient presque jamais. Leur calme était plus terrifiant que la colère. C'était le calme de ceux qui étaient certains de gagner, tôt ou tard. Dans d'autres pièces, derrière d'autres portes, d'autres femmes traversaient la même épreuve. Certaines avaient été arrêtées pour avoir caché un enfant, d'autres pour avoir transporté un message, ou simplement pour avoir refusé de détourner les yeux. Leurs noms étaient différents, mais leur destin avait été réuni dans ce même endroit, sous cette même lumière, sous ce même silence oppressant. À Lyon, une jeune fille de 13 ans, Simone, avait cru un instant trouver de l'humanité dans les yeux de l'homme qui la regardait. Il tenait un chat dans ses bras, caressant doucement son pelage. Pendant une seconde, elle avait pensé que quelqu'un capable de douceur envers un animal ne pouvait pas être cruel. Mais ici, les apparences étaient des pièges. La douceur n'était qu'un masque, une illusion destinée à briser la confiance avant de briser le reste. Irène, elle, n'avait plus d'illusion. Elle comprenait maintenant que la véritable bataille ne se déroulait pas dans son corps, mais dans son esprit. Il voulait qu'elle doute, qu'elle oublie pourquoi elle avait résisté, qu'elle transforme sa propre mémoire en ennemi. Le silence autour d'elle devenait une présence vivante, pesante, presque étouffante. Par moments, elle entendait des pas s'arrêter devant sa porte, puis repartir, comme un rappel que son tour pouvait revenir à tout instant. Mais au fond d'elle, malgré la fatigue, malgré la peur qui tentait de s'infiltrer lentement, quelque chose restait intact, une certitude fragile, mais vivante. Tant qu'elle ne parlait pas, ils n'avaient pas gagné. Le froid devint leur allié invisible. Dans certaines pièces de la prison, l'air semblait voler la chaleur directement des os, laissant le corps dans un état où chaque respiration rappelait la fragilité de la vie. Irène fut conduite dans une salle différente, plus étroite, où une simple cuve métallique reposait contre le mur. Elle comprit immédiatement que cet endroit n'était pas conçu pour poser des questions, mais pour poser des limites. Les hommes ne parlaient presque pas. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer. Le silence était leur langage le plus efficace. Lorsqu'on lui ordonna d'approcher, son cœur accéléra, non par surprise, mais par instinct. Elle savait que ce moment finirait par arriver. À Lyon, une femme nommée Élise Lefebvre avait déjà connu cette pièce, ce froid, cette attente interminable. Elle racontera plus tard que ce n'était pas la douleur elle-même qui détruisait le plus, mais l'instant juste avant, lorsque l'esprit comprenait ce qui allait venir et que le corps ne pouvait rien faire pour l'éviter. Le froid pénétrait lentement, comme une marée silencieuse, effaçant les repères, brouillant les pensées. Le corps réagissait, cherchait à survivre, à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Chaque seconde semblait durer une éternité suspendue. Pourtant, au milieu de cette épreuve, quelque chose d'inattendu se produisait parfois. Un souvenir, une voix, un visage aimé. Ces fragments devenaient des refuges invisibles, des endroits où l'esprit pouvait se cacher, même lorsque le corps était prisonnier. Irène ferma les yeux un instant. Elle revit une rue familière, le soleil traversant les arbres, le son lointain d'un rire. Ce souvenir était fragile, mais il était à elle. Les hommes pouvaient contrôler la pièce, ils pouvaient contrôler le temps.
Mais ils ne pouvaient pas atteindre cet endroit précis, cet espace invisible où vivait encore sa liberté. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle comprit que leur véritable objectif n'était pas seulement de la faire parler. Il voulait qu'elle abandonne cette dernière chose qu'il ne pouvait pas toucher, sa volonté. Et tant qu'elle la conservait, même ici, elle n'était pas complètement vaincue. Les jours se confondaient désormais dans une seule et longue nuit sans fin. Irène ne recevait aucun signe du monde extérieur, aucune voix familière, aucun visage humain qui ne soit pas celui de ses interrogateurs. L'isolement n'était pas seulement une absence de compagnie, c'était une présence en soi, une force lente et méthodique qui s'insinuait dans l'esprit. Sa cellule mesurait à peine quelques pas. Les murs gris absorbaient tout, même le son de sa propre respiration. Par moments, elle se demandait si elle existait encore en dehors de cet espace. La lumière restait allumée sans interruption, refusant à son corps le droit de comprendre quand se reposer. La fatigue s'accumulait comme un poids invisible posé sur sa poitrine. Elle essayait de compter les secondes, de reconstruire le temps, mais ses pensées se fragmentaient. Les interrogatoires revenaient sans prévenir, toujours les mêmes questions, toujours le même ton calme, comme si la répétition elle-même était une clé destinée à ouvrir une fissure dans sa volonté. Dans d'autres cellules, d'autres femmes traversaient la même érosion silencieuse. En Norvège, une femme nommée Henriette, enceinte au moment de son arrestation, avait été enfermée seule pendant des semaines. On lui avait confirmé la vie qu'elle portait, puis on l'avait laissée face à ce savoir, comme si l'espoir lui-même pouvait devenir une faiblesse. Elle comprit alors que la solitude était utilisée comme un miroir déformant, un espace où la peur pouvait grandir sans obstacle. Ici, les gardes utilisaient le silence comme une arme. Parfois, ils faisaient passer des silhouettes devant les portes, lentement, délibérément, laissant entrevoir la fatigue, la souffrance, les conséquences de la résistance. Ce n'était pas un accident, c'était un message. Irène aussi entendait ses pas traînants, ses souffles brisés derrière les murs. Chaque son portait une question silencieuse. Combien de temps pourrais-tu tenir ? Son corps était épuisé, mais son esprit continuait à s'accrocher à quelque chose de simple et de fragile, une promesse qu'elle s'était faite bien avant d'entrer ici. Ne pas devenir ce qu'il voulait, ne pas leur donner ce qu'il cherchait. Car elle savait que le véritable combat n'était pas visible, il se déroulait dans cet espace invisible entre la peur et la décision de ne pas céder. Un matin, ou ce qui ressemblait à un matin dans ce monde sans horloge, il vint la chercher, sans un mot. Le couloir semblait plus étroit que jamais, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Cette fois, la pièce n'avait ni chaise ni table, seulement un espace vertical, fermé, conçu pour contenir un corps sans lui permettre d'exister pleinement. On lui ordonna d'entrer. Elle obéit, car résister physiquement n'aurait servi à rien. La porte se referma derrière elle avec un son sourd qui résonna longtemps dans sa poitrine. L'espace était si étroit qu'elle ne pouvait ni s'asseoir ni s'appuyer complètement. Elle devait rester debout, simplement debout. Au début, cela semblait presque supportable. Son corps était encore capable d'endurer. Mais les minutes devinrent des heures, et les heures perdirent leur nom. Ses jambes commencèrent à trembler, non par faiblesse morale, mais parce que le corps humain n'est pas conçu pour rester immobile sans fin. Le sang circulait difficilement, chaque muscle devenait lourd, chaque nerf envoyait un signal silencieux de détresse. Elle comprit alors la nature véritable de cet endroit. Ce n'était pas une punition visible, c'était une érosion progressive, une lutte contre ses propres limites. Dans d'autres centres, en Pologne et en Allemagne, cette méthode portait un nom que les prisonniers murmuraient avec crainte, le pilier. Non pas parce qu'il soutenait quelque chose, mais parce qu'il transformait le corps en colonne immobile, privée de repos, privée de choix.
Certaines femmes restaient ainsi pendant des jours, surveillées régulièrement, pas pour les aider, mais pour s'assurer qu'elles ne s'effondraient pas complètement. Car l'effondrement aurait mis fin à l'expérience, et ce qu'il voulait, ce n'était pas la fin, c'était la durée. Irène sentit ses pieds devenir étrangers, comme s'ils ne lui appartenaient plus. Son dos brûlait, ses épaules tremblaient. Le temps lui-même semblait la regarder, attendre qu'elle abandonne. Mais dans cet espace étroit, où tout avait été conçu pour réduire son existence à une simple présence physique, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Tant qu'elle restait debout, même par pure volonté, elle refusait encore de disparaître, et ce simple acte devenait une forme de résistance. Ils changèrent encore de méthode, non parce que les précédentes avaient échoué, mais parce que la variation elle-même faisait partie de leur stratégie. Ce jour-là, la pièce était différente, plus propre, presque ordinaire. Sur une table reposait un objet banal, un appareil que l'on aurait pu trouver dans n'importe quel bureau. C'était précisément cela qui le rendait inquiétant. Rien ici ne devait ressembler à une arme, et pourtant, tout pouvait le devenir. Irène fut attachée à une chaise, ses poignets maintenus sans brutalité apparente, mais avec une précision qui ne laissait aucune échappatoire. L'homme en face d'elle tourna lentement une petite manivelle, observant attentivement son visage, comme un scientifique observant une réaction. Le premier contact fut presque imperceptible. Pas une douleur franche, mais une intrusion, une vibration qui traversa son corps comme un signal étranger. Puis cela revint, plus clairement cette fois, plus profondément. Son corps réagit malgré elle, chaque muscle se contractant dans un réflexe qu'elle ne contrôlait pas. Ce n'était pas la violence visible qui définissait ce moment, mais l'impossibilité d'y échapper. Entre chaque impulsion, il y avait le silence. Un silence calculé, conçu pour laisser l'esprit imaginer la suivante. Dans ce silence, ils posaient encore leurs questions, toujours avec la même voix calme, comme si tout cela n'était qu'une conversation ordinaire. À Lyon, une femme nommée Andrea Lafèvre avait vécu cette même expérience. Elle racontera plus tard que le pire n'était pas l'instant lui-même, mais l'attente entre deux instants, lorsque l'esprit savait que quelque chose approchait sans savoir exactement quand. Le corps devenait un terrain occupé, traversé par une force étrangère, tandis que l'esprit luttait pour rester intact. Irène sentit sa respiration se briser, non pas par peur seule, mais par l'effort de rester présente, de ne pas se laisser remporter par la vague invisible qui cherchait à l'effacer. Elle comprit alors que leur véritable objectif n'était pas de détruire son corps, c'était de transformer son propre corps en ennemi, en instrument contre sa volonté. Mais même dans cet instant, au bord de ses limites, elle s'accrocha à une pensée simple. Il pouvait atteindre sa chair, mais il ne pouvait pas atteindre la promesse qu'elle avait faite de ne jamais trahir ceux qui comptaient sur son silence. Les années passèrent, mais certaines portes ne se refermèrent jamais complètement. Lorsque la guerre prit fin et que les murs tombèrent enfin dans le monde extérieur, ceux qui avaient survécu durent affronter un autre combat, plus silencieux, plus intime. Irène sortit de la prison avec un corps affaibli, mais ce n'était pas ce que les gens voyaient en premier. Ce qu'ils voyaient, c'était son regard, un regard qui avait vu trop de choses que les mots ne pouvaient pas contenir. Elle marcha à nouveau dans les rues libres de Paris, mais la liberté avait un goût différent. Chaque bruit de pas derrière elle faisait battre son cœur plus vite. Chaque porte fermée lui rappelait une autre porte, un autre moment. Elle apprit à vivre avec ses souvenirs, non pas en les effaçant, mais en les portant. Partout en Europe, d'autres femmes faisaient le même chemin. Simone, la jeune fille de Lyon, avait survécu. Henriette, la mère arrachée à son enfant, avait survécu. Andrea aussi avait survécu, bien que sa vision ne soit jamais revenue complètement. Elle portait en elle les traces invisibles d'un système qui avait tenté de les réduire au silence. Mais ce système avait échoué dans sa mission la plus importante. Il n'avait pas réussi à effacer leur vérité. Des années plus tard, dans une salle d'audience à Lyon, l'un des hommes responsables se tint enfin devant la justice. Il n'était plus entouré de pouvoir ni de peur. Il était simplement un vieil homme face à ceux qu'il avait tenté de briser.
Irène entra dans cette salle lentement. Son cœur battait, mais elle ne détourna pas les yeux. Ce moment n'était pas une vengeance, c'était une réponse. Une preuve que malgré tout ce qu'ils avaient fait, malgré les murs, le silence et la peur, elle était encore là, encore debout, encore capable de parler. Et dans ce simple fait, dans cette présence intacte, se trouvait la chose qu'il n'avait jamais pu détruire, sa dignité. Le monde n'oublierait peut-être pas tous les détails, mais il se souviendrait d'une chose. Même dans les ténèbres les plus profondes, certaines voix refusent de disparaître.